Checkmate. Nothing else matters. Nous sommes ensemble pour parler de la Coupe du Monde FIBA 2023 qui va se dérouler pendant 2 semaines à partir de ce vendredi. On va pouvoir discuter ensemble de tout ça, mais d'abord on va prendre des nouvelles d'Erwan, puisqu'Erwan est là, en bonne forme visiblement. Comment ça va, mon grand? Écoute, ça va très bien. J'avais quitté ce plateau sur une magnifique victoire sur Adjabel. Je m'étais roulé, j'avais flambé comme je sais faire sur ce... Et donc ça m'a offert de très bonnes vacances. Marseille, la famille, le bronzage, prêt pour cette nouvelle saison qui, qu'elle soit FIBA ou Euroleague et NBA, s'annonce fantastique. Donc on est ravis de revenir sur place. Basket français aussi, basket français. Basket FIBA, ça fait partie du... Oh, ah bon? Ah ok. Ouais, je la joue large. Ah ouais, mais ça marche. Ça fait partie. Il paraît, ouais. Il paraît, malgré parfois quelques mésententes. Mais bon, c'est un autre souci. Le basket français a fait le choix de la FIBA. Tout à fait, c'est vrai. En tout cas, on est ensemble, les amis, sur Twitch en direct. Si tu nous regardes, toi, de ce côté-là, plutôt sur YouTube, eh bien, bienvenue. Bien sûr, comme d'hab, on va prendre le temps de regarder vos commentaires, de discuter avec vous. C'est de toute façon quelque chose qu'on fait depuis si longtemps maintenant, on a l'habitude. Donc, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes, comme on dit. Exactement. Change pas une équipe qui gagne. Change pas une équipe qui gagne, bien sûr. On embrasse tous les gens qui sont en régie, parce que pour nous aussi, c'est la rentrée chez First Team. On s'est pas vu depuis un mois et ça nous a fait tous beaucoup de bien. On est ravis de tous se retrouver, un peu bronzés et puis surtout avec beaucoup de peps, parce qu'il en faut. Un maximum de peps. En même temps, on part, on va en parler, mais on part dans une grosse semaine. Dans 10 jours. On part aux Philippines, à Manille, pour suivre la deuxième partie de la Coupe du Monde. Il y a pire comme rentrée. Je crois moi qu'on croise des gonzes dans les couloirs qui n'ont pas la même gueule que nous pour leur rentrée. Je veux dire, ceux qui se collent au mur comme ça au bout du rouleau. Ouais, bah écoute, ça fait partie du jeu. On a de la chance de faire le métier qu'on fait. Merci aussi dans les commentaires, vous parlez tous de l'interview de Mike Petrus. Merci à Mike d'avoir pris le temps de nous recevoir du côté de Bordeaux pour discuter pendant très longtemps de sa grande carrière. C'est la première fois qu'il le faisait comme ça et j'ai l'impression que ça s'est bien passé pour lui et pour nous. Ouais, ça s'est bien passé. Il était content. J'en ai parlé un petit peu avec lui pendant l'été. Là, chaque fois que les vidéos sortaient, je lui envoyais le lien. Il me dit j'ai pas eu le temps de regarder encore et tout. Il me dit mais est-ce que mon aîné doit regarder? Je fais oui, ton petit, je pense qu'il doit regarder. Donc tu vois, c'était même après coup, c'est même pour ces gamins pour qu'ils comprennent qui était Mike Petrus, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, c'était cool. Tu m'étonnes. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette carrière incroyable, les plus jeunes d'entre vous, allez-y à fond, regardez et matez un petit peu les highlights de sa carrière, parce qu'il s'appelait Air France. C'était pas pour rien. Ah ouais. Moi j'en ai fait les frais. Et Erwan on a fait les frais, bien sûr, dans sa jeune carrière lui aussi. Bon, est-ce que t'es prêt, Erwan? Parce que là, on est là, on blablate, on discute, on est un peu tranquille, mais on est quand même là pour... Allez, lance-moi la saison. On lance la saison? Lance-moi la saison. Allez, on lance la saison comme ça tout de suite, maintenant c'est parti. La Coupe du Monde de basket va donc débuter le 25 août, c'est ce vendredi et se terminera le 10 septembre, le 11 septembre, non le 10 septembre, le 10, ça finit le 10 et nous on rentre en France le 11, c'est pour ça. 2 semaines de basket avec les meilleures équipes, les meilleures nations du basket mondial, il y a beaucoup de choses dont on va parler ensemble, on va bien sûr parler de l'équipe de France, de cette prépa qui a été hyper positive, des autres favoris, Team USA est une équipe toute neuve, on va pouvoir prendre le temps de discuter des hommes de Steve Kerr, mais avant ça on va aller sur le système de la compétition parce qu'il est un peu différent de ce qu'on a connu à l'Eurobasket l'année dernière, tout simplement. Regardons ensemble comment ça va se dérouler sur cette première phase de groupe, ces 2 premières phases de groupe. Comme vous le voyez, il y a 8 groupes qui sont dispatchés en Asie du Sud-Est. Il y en a 2 du côté de Manille, un à Okinawa et un, celui de l'équipe de France, donc le dernier groupe, le groupe H et le groupe G aussi d'ailleurs, du côté de Jakarta en Indonésie. Vous prenez connaissance des groupes, bien sûr, vous les avez sur le site de la FIBA. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le groupe H, donc avec le Canada, merci de m'avoir enlevé, c'est très sympa, merci. Le Liban et la Lettonie aussi avec l'équipe de France. Donc, il faut se qualifier via ce premier tour en étant parmi les 2 premières équipes du groupe H. Très important. De préférence, gagner le premier match contre le Canada. Une fois qu'on a gagné et qu'on s'est qualifié dans les 2 premières places, on va dans un deuxième groupe
on se recoupe avec le groupe de l'Espagne qui était juste avant, ça donne le groupe L tout à droite, et donc les deux équipes qui sont rencontrées lors du premier tour ne vont pas se rejouer, forcément, donc on garde le contingent de victoire. Donc très important d'être invaincu sur la première phase pour ensuite se qualifier dans les deux premiers de cette deuxième phase pour aller en quart de finale. À l'Eurobasket, Erwan, on l'avait suivi ensemble, il y avait un 8e quand on était arrivé, c'était le France-Turquie. Là, ça commence directement avec des quarts de finale, demi-finale et la grande finale. C'est toujours un peu compliqué, mais ce qui est important, c'est qu'il faut bien commencer contre le Canada, en gros. C'est plus qu'important, c'est même envie de te dire que c'est primordial. Alors on va pas se dire que si on perd contre le Canada, tout est fichu, surtout pas. Mais que ça soit mathématique et psychologique, ce match-là, il est déjà archi important. Donc c'est pour ça que la prépa, elle est très rassurante, on va revenir dessus. Mais ce match-là, dès vendredi, il est capital, mathématiquement tu l'as dit, et puis même psychologiquement, le Canada est une équipe solide qui fait partie des gros outsiders. Donc gagner, c'est bien rentrer dans cette compétition, et c'est aussi se simplifier un petit peu la suite. Pour la suite, absolument. Donc France, Canada, Lettonie et Liban. On va regarder le programme de l'équipe de France ensemble. Donc on l'a dit, 15h30, le premier match face au Canada, ce sera ce vendredi. Ensuite, on joue tous les 2 jours, tout simplement. Donc dimanche, 15h30 aussi, France-Lettonie. Et le France-Liban, c'est 11h45. Ce sera mardi. Et puis le deuxième tour, ce sera en fin de semaine prochaine. Ça finira donc le 3 septembre. Dimanche prochain, on ne connaît pas encore les groupes, mais on devrait croiser l'Espagne, notre meilleur ennemi, pour se qualifier pour les quarts de finale. Il y a beaucoup de matchs à regarder, énormément de matchs à regarder. Et si vous ne le savez pas, eh bien, ça passe à la télé. Beansport retransmet toute la compétition. Ils ont l'entièreté des droits. À partir des quarts de finale, sur France 4 à la télé, on aura en clair donc quart de finale, demi-finale et finale, si l'équipe de France se qualifie. C'est important, vous savez que c'est dans la loi. Et la FIBA a mis en place sa plateforme de diffusion, donc vous pouvez vous aussi regarder tous les matchs sur Internet, sur la plateforme Courtside 1891. On vous met le lien dans le chat maintenant et sur YouTube. Il y a une offre à 20,99 pour regarder tous les matchs pour ceux que ça intéresse. Je crois que c'est en anglais, hein, je précise bien. Beansport, bien sûr, tout sera en français. Donc pour suivre l'équipe de France, pour suivre Luka Doncic, Team USA, etc., ça se passe à la télé ou sur la plateforme de la FIBA. On a été très... D'un point de vue global, vous avez compris maintenant comment ça se passe, ce petit système. Maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de l'équipe de France. On connaît les 12, c'est la première info. Maintenant, officiellement, le groupe a été parfois 14, voire 15 joueurs. Maintenant, on connaît les 12 joueurs qui vont partir, qui sont déjà d'ailleurs du côté de l'Asie du Sud-Est. Regardez ensemble. Donc, Nando De Colo, Sylvain Francisco, Elio Kobo. Voici les 3 meneurs théoriques de cette équipe. Evan Fournier, Isaiah Cordigné, Nicolas Batum, le capitaine, Terry Tarpe, Yacouba Ouattara, Rudy Gobert, Gershoni Abouzele, Moustapha Fall et Mathias Le Sort. La première chose qui ressort, Erwan, honnêtement, c'est la continuité. C'est la continuité, avec une gestion quand même de certaines blessures, on va bien sûr en reparler, mais oui, c'est la continuité. Les leaders sont de retour, Nando, Nicolas, Evan. On va reparler aussi, et bien là, et on va le chercher, et on retrouve enfin Evan, basketteur et scoreur, et ça nous fait du bien. Puis à l'intérieur, Gershon, Rudy, c'est quand même la sécurité sociale, même si on sait qu'en France, on rogne un peu dessus. En tout cas, en équipe de France, pas du tout. Pas nous, hein. Pas nous. Parce que tu viens de recevoir ta nouvelle carte vitale. Exactement. Après 12 ans sans carte vitale. Bravo, Erwan, on peut applaudir Erwan si vous êtes chez vous, applaudissez-le. Hein, bien sûr, parce qu'il a réussi quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Pour moi, dans ma vie, on va dans ma petite vie minable, c'est quelque chose. Erwan, il y a un truc qui s'est très bien passé dans cette préparation. Il y a des victoires et il y a une dernière défaite contre l'Australie. Mais il y a un truc qui nous a sauté à la gueule, c'est que l'équipe joue bien au basket. Ouais, on se souvient que l'année dernière, quand même, surtout pendant l'Euro, on avait quand même fustigé, pointé du doigt la pauvreté du basket offensif de cette équipe-là. On vivait sur des talents. Et alors c'était peut-être pas cool pour eux, mais quand on les voyait jouer, on se dit, ah là là, mon Dieu, que Nando et Nico manquent, que ça soit dans la création, dans le jeu sans ballon, pour amener un petit peu d'air, pour amener d'autres choses à cette équipe-là. Cette année, on n'a pas du tout ça. On voit que le style Vincent Collet, on retrouve cette équipe de France qui joue bien au basket, qui se passe la balle, qui s'appuie sur une défense monstrueuse, mais en tout cas en attaque, on a vu qu'on se passe la balle et qu'il y a beaucoup plus d'alternance. On est une équipe beaucoup plus chiante, je pense, à défendre que l'année dernière, où on vivait beaucoup trop sur les exploits de Thomas Hurtel et d'Evan Fournier. Ouais, fin de match, absolument. Dans cette préparation, il y a 2 matchs que j'ai envie de ressortir. On pourrait parler de l'Australie si on voulait, il n'y a pas de souci, mais les 2 matchs contre la Lituanie, l'un à Orléans et l'autre de côté de la Lituanie, où on a senti que le niveau avait augmenté physiquement, tactiquement. Normal, en même temps, la Lituanie est une équipe qui va concourir dans cette Coupe du Monde. Ouais, la Lituanie, sur le premier match à domicile, pour moi, c'est logique et normal qu'on leur marche dessus.
j'ai trouvé beaucoup plus intéressant le match en Lituanie avec un contexte un petit peu défavorable. C'était important de voir ce qu'ils avaient dans le bide, un peu cette équipe-là. Ils se sont fait rentrer dedans. Valanciunas a fait beaucoup de dégâts et je trouve que dans la gestion des moments faibles, je les ai trouvés plutôt bien, les Français. Toujours pareil, sur une bonne défense, mettre les paniers importants et surtout encore, on revient à ce que je te disais, sur les moments clés, pas toujours aller chercher un joueur sur de l'ISO, mais mettre la balle à l'intérieur, provoquer des fautes, aller trouver des passes en plus pour trouver des tirs ouverts. Ça a été pour moi le match référence de cette prépa. Un match référence avec des leaders au top. On va bien sûr parler des choses, des interrogations, etc. Mais on va commencer par les bonnes choses. Ouvrons tout de suite, pas le débat, mais en tout cas le petit chapitre sur Evan Fournier. On connaît sa situation avec les Knicks. Il n'a pas joué de la saison. Presque pas, parce qu'on est sympa. Et Evan est le leader offensif de cette équipe, il n'y a pas de doute. Il a galéré l'année dernière lors de l'Eurobasket, sans aucun doute. Il est attendu... pas au tournant, parce que de toute façon on va soutenir nos gars, mais il est attendu au niveau auquel il était à la Coupe du Monde 2019 et au JO 2020-2021 du côté de Tokyo. Comment tu le sens sur cette prépa ? Revanchard. Personnellement revanchard. Il n'a pas de revanche à prendre sur l'équipe de France, mais lui, je pense qu'il a faim de basket, et ça se voit. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, pour faire un comparatif avec la saison dernière, mais on le savait, enfin avec la compète de l'Euro dernier, mais après on le savait, c'est que je trouve qu'il porte moins la balle, il est moins dans le dribble. Et on retrouve, il y a des systèmes pour lui, il y a des remontées, des pics de piqueur pour des remontées, des sorties. On va le trouver sur des attraper-shooter, attraper-jouer. On le retrouve slasher un petit peu plus. Voilà, on retrouve le Evan Fournier qu'on a envie de voir. L'année dernière, on sait que dans son handle, ça a été compliqué. Et puis les défenses adverses, il savait que si on le trappait, derrière, il y avait moins de solutions. De jeu, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, et là, je trouve que finalement, il a beaucoup plus d'espace et c'est beaucoup plus compliqué entre la dalle qu'il a de ne pas avoir joué sur les 6 derniers mois avec les Knicks et son envie de rejouer et d'aller chercher une médaille d'or dont il ira avec l'équipe de France. Je trouve un bon Evan Fournier et surtout des bonnes mises en situation pour lui. Je trouve qu'il a des bons systèmes. Clairement. Et bien sûr, on est obligé de parler de l'impact de Nando et de Nico. Ils ont terriblement manqué l'année dernière. Tu parlais d'air dans le jeu, mais le premier bénéficiaire du retour des deux, c'est Evan. On va lui demander quoi maintenant ? Comme avant, mettre des points. Il reste le leader offensif. Hein. On lui demande de mettre des points. Voilà. Vas-y, joue ton jeu, prends des tirs, parfois difficiles, des 1 contre 1, des fins de possession. Vas-y, on te décharge complètement avec le retour des deux oiseaux, de la création pour les autres. Les passes à l'intérieur, les high low, les petites passes sur pick and roll. On ne te demande pas ça, Evan. Joue, va sur la ligne des lancers francs. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué dans son beau match où il met plus de 30 points contre l'Australie, où il est agressif vers le cercle, il fait des end-one, il a des tirs drop un pied inversé. C'est ce qu'on avait vu en 2019 et en 2021. C'était ce Evan-là, pas seulement du tir à 3 points ou des trucs forcés avec des step-back. S'il arrive à être dans l'alternance comme il l'a été lors de ces 2 compètes-là, voilà, je pense qu'il va être bon tout simplement. Et si Evan est bon, on aura une chance. Moi, je suis très rassuré. Il y avait forcément des questionnements autour d'Evan, un mec qui n'a pas joué depuis 6 mois, comment il a digéré ça, il a digéré à la Evan Fournier, revanchard et dans le bon sens du terme, et voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui, le rôle dans lequel Vincent Collet l'a remis, parce que tu l'as justement dit, 2019, il fait une Coupe du Monde extraordinaire, il est excellent aussi au JO à Tokyo, l'année dernière à l'Euro, il est dans un registre qui était moins le sien, je ne dis pas que c'était pas le sien, beaucoup moins le sien. Bon. Là, on retrouve le Evan qu'on aime et je pense que même lui doit retrouver beaucoup de plaisir. Petit craquage aussi sur les lancers francs. Vas-y, Evan, hein, laisse-toi aller. Hop, on envoie le ballon. Le 0 sur 4, le dernier, je fais comment, Evan ? Alors que t'es bien dans ton game. Bon, écoute, ça, c'est des petites choses à remettre à l'endroit. Rien de grave. Hein. Attention dans le dos, des fois, les petits backdoors et tout. La défense aussi, bien sûr. On l'a vu, Evan, il a pris quelques petites valises. Bon, après, Evan est plus tout jeune, donc je pense qu'il se gère aussi, d'accord. Et on sait que quand il faudra, il se mettra le cul par terre. 2 autres leaders qu'on avait vu l'année dernière. Rudy d'abord. Rudy dans une forme olympique. Hein. Oh la vache. Bien sûr, on a tous vu le 3 points marqué, la célébration, c'était très cool de voir Rudy Gobert mettre son premier panier à 3 points dans un match professionnel. Mais on l'attend pas là-dessus, hein, bien sûr. Ah bon. Bien sûr. Je le trouve dans une forme, mais sans sas. Je sais pas quoi rajouter à ce que tu viens de dire parce que je le trouve rayonnant. Il dégage quelque chose que, même s'il a toujours été très bon en équipe de France depuis 3-4 ans maintenant, je trouve que je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Je le trouve serein. Dans les impacts, il fait mal, il se fait bouger à un moment donné, mais il s'énerve pas, il va parler aux arbitres, je le trouve serein, il met ses lancers, et puis il a toujours cet impact défensif. Et puis même, je trouve qu'offensivement... Le petit move qu'il met contre l'Australie à la fin...
J'ai mieux faire ça. Moi, je trouve qu'offensivement, il y a une évolution. Voilà, donc je trouve qu'il est parfait dans tout. Il est parfait. Et si on a un Rudy parfait, ça change la donne. Hein. Ça change la donne, absolument. Dernier mec que je voulais mettre en avant quand on est dans la continuité, c'est Gershon. Steph, tu sais, on a fait le petit jeu des MVP. Moi, j'ai dit que si la France, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, j'espère vraiment qu'ils vont aller au bout et j'y crois à fond. Je me suis dit, si la France va au bout, je pense que Rudy aura une vraie pièce pour être MVP du tournoi. Steph, lui, me disait qu'il croyait beaucoup en Gershon, vu la régularité et l'impact qu'il est capable d'avoir pendant ces 2 semaines. Gershon a ce truc où il fait gonfler des stats. Pour être MVP, il faut avoir des stats ronflantes. Et lui, il est toujours entre 15 et 20. Allez, 13 et 20, puisque il a de ce côté talentueux, en bout de chaîne, très fort, pour finir au bout des 24. Il est très bon dans le jeu sans ballon, près du cercle, mi-distance, 3 points. Bien sûr, à 45, je trouve que depuis 2 ans, à 3 points, il est d'une régularité. Toute l'année, on le voit en Euroleague avec le Real. Il passe jamais au travers, Gershon. Il a quand même cette qualité incroyable. Il ne passe jamais au travers. Et puis, en plus, il est capable d'aller claquer des dunks. Il est complètement installé depuis, de toute façon, les Jeux Olympiques. On se souvient qu'il n'était pas, lui, à la Coupe du Monde en 2019. C'est un Matembaï dans le track, il est complètement installé depuis les Jeux Olympiques. C'est un fantastique joueur qui a été le meilleur joueur à l'Euro l'année dernière, on s'en souvient. Le meilleur Français à l'Euro l'année dernière. Moi, je ne serais pas surpris que ce mec-là soit MVP. Il côtoie le très haut niveau du FIBA depuis longtemps. Donc, et ça serait une très belle récompense pour ce gars. Vous êtes beaucoup à nous parler des quelques problèmes au rebond, on va en discuter, on finit sur le 5 majeur. Donc Nando et Nico sont revenus, on regarde les stats ensemble. Bien sûr, pour Nico, les stats ne montrent en rien l'impact qu'il a sur le terrain et Nando met un petit peu plus de points, c'est bien normal. De l'expérience, la profondeur, la création pour les autres, le côté glue guy, rassurant. Tous les deux. Voilà. Ils sont rassurants. Clairement. Dans 2 registres différents, Nico dans le mettre la balle où il faut, le jeu sans ballon, défensivement. Il prend les meneurs de jeu. Il prend les meneurs bugne à bugne, il donne le ton défensif, c'est rassurant. Et puis Nando, dès qu'il a la balle dans les mains, on va plus présenter Nando de Colo. Voilà, quand Nando a la balle dans les mains, pour remonter la balle, pour jouer les pics, dans les moments chauds, quand il se prend des grosses pressions, il arrive à casser les antennes, à parler aux arbitres. Voilà, tout ça, c'est rassurant. C'est des choses qu'on n'avait pas l'année dernière. Clairement. Attention, perte de balle, Nando, comme d'hab. Hein. Mais bon, les génies, on a vu pendant les discours du Hall of Fame, Popovic, Tony Parker parlaient de Manu Ginobili. Ces génies-là, faut être capable de leur laisser, comme Thomas Martin l'année dernière, faut leur laisser cette marge d'erreur, sinon on les bride et on n'a pas envie de brider nos gars. Exactement. Mais bon, Vincent Collet connaît parfaitement Nando de Colo. Bon, on va ouvrir maintenant d'autres chapitres parce qu'on a fait les 5 majeurs, enfin le 5 majeur et les gars sérieux. Il y a 2 choses qui sont importantes. Ça va se passer à l'intérieur et à l'intérieur et du côté des meneurs de jeu. On va commencer avec les meneurs, parce que la grosse tuile de cette prépa, c'est la nouvelle blessure de Franck Ntilikina. Malheureusement blessé l'année dernière en prépa, et nouvelle blessure là sur l'un des derniers matchs de préparation, alors que Franck était très très bien, et on sait que Vincent Collet adore le profil de Franck Ntilikina. C'est une terrible blessure pour notre équipe de France. C'est sûr qu'il n'a pas pris Franck pour ses performances NBA. Bon, c'est pas une offense de dire ça, c'est la réalité. Par contre, Franck, il a ce profil parfait derrière Nando, grand, fort meneur défenseur. Et très fort défenseur. Et ça, c'est vrai que... Et en plus, quand le début de prépa de Franck jusqu'à sa blessure en Lituanie, il est parfait. Il est parfait. Donc défensivement, il était exactement bien dans le registre. Et puis offensivement, moi en Lituanie, quand il rate son tir, que le ballon lui revient, il retire en suivant, que ça tombe dedans, je me dis, ok, ça, c'est un mec en confiance. Et on se souvient de Franck aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde, il avait été bon et précieux. Hey, et voilà. Et donc, il fait gagner, hein, presque. Donc c'est un vrai coup dur. Et on a vu que derrière, là, pour le remplacer, ils ne sont pas allés chercher un meneur de jeu, mais ils sont allés chercher un profil physique similaire avec, défensivement, la même niaque, le même impact avec Isaiah Cordinier. J'étais étonné, c'est peut-être pas le bon mot, mais je pensais vraiment que Vincent allait prendre un 3e meneur de jeu. On sait que dans le sport de très haut niveau, tu joues avec 3 pivots théoriques et 3 meneurs de jeu. Bien sûr que tu peux changer les profils ou là. On a la sensation qu'il fait confiance à Eli. À qui du coup? Soit tu rappelles Andrew. Maintenant, je sais qu'avoir Sylvain et Andrew, donc des joueurs de petite taille, pour ce très haut niveau-là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément apprécié par le staff d'équipe de France, ce que je peux entendre complètement. Maintenant, on va faire confiance à Nando, à Sylvain et à Eli, qui va jouer meneur de jeu aussi dans cette équipe-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables, j'ai juste été surpris qu'il aille prendre un autre profil existant dans le roster, parce que quand tu prends Yacouba Ouattara, Terry Tarpey et Isaiah Cordinier qui était très bon sur les 2 matchs de prépa et il est très en canne, je suis très content de le voir à ce niveau-là, il n'empêche que c'est 3 profils similaires. Ouais, mais je pense que dans ce qui va nous attendre pour être champion du monde, parce que pour moi je pense qu'on a une carte à jouer pour être champion du monde. Ah bah clairement, plus que jamais.
on a les artistes, on l'a fait, on a les artistes, on a les leaders qui sont là, et à mon avis, il va falloir vraiment des mecs de rôle et qui acceptent leur rôle. Et on se souvient qu'à l'Euro l'année dernière, les rôles avaient été défaillants parce qu'ils n'acceptaient pas leur rôle et sortaient du cadre. Je sais pas, mais Andrew, là, je pensais à Andrew, par exemple, il aurait... Mais Andrew, je pense qu'à partir du moment où il y a été Sylvain, qui va être troisième meneur avec un rôle minime, mais attention, il peut apporter des choses. ambulant, il est capable. Donc je pense que si tu prends Andrew, quand on voit l'année dernière aussi le rôle qu'a voulu lui donner Vincent... Il avait été blessé aussi, Andrew. Ouais, je suis pas persuadé de ça. Donc... Ok. Tu vois, mais c'est juste par rapport au fait qu'on a 3 profils, d'après moi, similaires. Bien sûr que ce ne sont pas les mêmes joueurs. Isaiah Cordini est un joueur hyper explosif. Bon, Yacouba Ouattara l'est aussi, mais pas autant qu'Isaiah. Terry Tarpe est un joueur d'équipe, lui aussi, qui est capable de courir, mais il y en a un qui est vraiment à valeur d'espace en Isaiah Cordini. C'est juste avoir 3 profils similaires. C'est la seule question que je me posais. Moi, je trouvais... Je suis top meneur de jeu, bien Je sûr. pensais pas qu'ils allaient appeler Isaiah, mais je suis très content qu'ils aient appelé Isaiah, et je trouve que le fit est bon. Je trouve que pour moi, s'il avait rappelé Andrew dans les meneurs, il changeait complètement la hiérarchie, et le rôle de Sylvain devenait du coup quasiment... ou alors Andrew venait quasiment pour rien, ou alors Sylvain du coup ne servait plus à rien. Parce qu'au bout d'un moment, c'est l'un ou l'autre pour moi. Donc moi, je pense qu'il est sur un registre complètement défensif, même si on a vu Isaiah capable de mettre dedans, et ça fait quand même 2 ans. Change tout, hein. Il s'envoie quand même 2 ans d'Euroleague avec Bologne sous Scariolo, et donc ça c'est pas rien. Mais je trouve que il va prendre des meneurs, il va prendre des deuxièmes arrières, il va prendre des postes 3. Je pense qu'il s'est donné quand même ce choix-là de dire je peux te mettre là, là, là. Nico, il prend les meneurs, à un moment donné, il va falloir qu'il aille défendre sur des ailiers, voire sur des postes 4. Il va falloir des relais sur les petits, et on sait qu'il y en a des forts, des petits, l'Allemagne, les Espagnols. Il va falloir mettre des pressions, il va falloir mettre des pressions sur les meneurs de jeu. Et là, Vincent, pour moi, c'est donné, une carte en plus pour dire que je peux envoyer des mecs au mastic. Ok, pour le rôle de meneur de jeu, un petit mot sur Sylvain Francisco. Il y a Nico qui disait, depuis qu'il est en équipe de France, on n'a jamais eu un profil comme Sylvain, explosif, porté sur l'attaque, complètement fou, capable de déclencher, d'amener l'étincelle dans un match un petit peu fermé. Bien sûr que Thomas Hurtel est un joueur qui est capable d'amener l'étincelle, Nando est un joueur comme ça, mais ils sont pas aussi explosifs que lui. Ah non. Ça, il peut devenir rapidement le chouchou de cette équipe. D'ailleurs, on l'a vu en prépa, hein, le alley-oop extraordinaire, c'est des choses qui tournent beaucoup et que les jeunes fans apprécient. Bon, bien sûr, c'est une progression de ouf, mais je suis curieux de voir l'impact qu'il va être capable d'avoir sur une compétition comme ça. C'est un pétard ambulant. Moi, je pense qu'il ne va pas être dans les premières rotations. Par contre, ce qui est très cool avec Sylvain, et je pense que Vincent Collet a appris à le connaître, a appris à l'apprécier, et ça montre aussi l'évolution de Vincent Collet, parce que sur le papier, Sylvain Francisco, Vincent Collet, c'est pas le même basket. Mais par contre, le jour où tu es en galère, le jour où tu sais, ces fameux matchs qu'on a connus l'année dernière, pendant l'Euro, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font, ils n'y arrivent pas. La finale, peut-être. Ouais, entre autres, Sylvain, qui va amener quelque chose. Il a peur de rien. En 2 minutes, il peut faire rebasculer un match du bon côté, et ça c'est cool de l'avoir. Je te dis, pour moi, ça sera pas le backup de Nando, mais c'est un mec que tu as et qui n'a pas besoin de beaucoup de minutes pour remettre l'équipe de France sur les rails si elle en a besoin. Il y a certains commentaires qui nous posent la question de Kylian Hayes et Théo Malédon. Théo était dans l'équipe l'année dernière, Kylian n'a jamais fait l'équipe de France A sur une grande compétition. N'ont pas été appelés en tout cas. Théo Malédon, ça s'est très mal passé l'année dernière. Même si, il me semble, de ce que j'ai cru entendre, il a fait un mea culpa par rapport à ça. Ça s'est mal passé l'année dernière, et je pense que tous les joueurs avec qui ça s'est mal passé l'année dernière, dans les rôles notamment, ne sont pas rappelés cette année. Et pour moi, Kylian Hayes, pour être 2e voire 3e meneur, il n'est pas prêt. Sur les grandes compétitions comme ça, il n'est pas prêt. Il n'est pas encore prêt, ça, voilà. Pour moi, le jour où il viendra, Kylian Hayes, il aura déjà un rôle un peu, il aura des minutes assurées et tout. Là, c'est pas le cas. On peut imaginer qu'il arrive en tant que titulaire dans 2 ou 3 compétitions. Voilà. En fonction de sa carrière NBA. C'est ça. Quand je vois que Nando va arrêter, Thomas vieillit, Hurtel, il ne sera peut-être certainement plus rappelé en équipe de France. Andrew, pareil. Ces gens qui vieillissent, je pense que après les Jeux, je pense qu'on lui fera une place pour lui filer les rênes. Mais aujourd'hui, pour moi, dans un rôle de 2e, 3e meneur, pour moi, c'est trop tôt pour Kylian Hayes. Il a plein de choses à gérer dans sa carrière NBA. Voilà. Okay, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que mon avis, par contre. Oui, absolument. On enchaîne du coup avec le secteur intérieur. Alors, vous le savez, il n'y a qu'un seul poste 4 de métier dans cette équipe. C'est Gershon. Nando va jouer 4 et... Nando, Nico, ça commence pareil, ça finit pareil aussi. Nico va jouer 4 et on sait que ça va bien se passer avec Nico poste 4 sur des séquences. Qui fait énormément aux Clippers. Il ne joue que 4 maintenant aux Clippers, on peut le dire. On n'a aucune crainte là-dessus. En revanche, Moustapha Fall est dans l'équipe. On se posait la question il y a quelques temps, juste avant l'annonce de la liste, il y a 3 mois. C'est Mathias Le Sort qui a fait cette préparation, qui était avec le groupe bien sûr, mais qui a été blessé à une cheville tout du long, qui n'a joué
joué aucune minute avec l'équipe de France. Il a été remplacé par Yohan Makoundou et Vincent Poirier sur les dernières semaines. Mathias va faire partie de cette équipe. Personne ne remet en cause le talent et la saison extraordinaire qu'il a fait avec le Partizan de Mathias Le Sort. En revanche, on peut se poser la question de sa préparation et de la forme dans laquelle il va être, parce que ça commence vendredi, on le rappelle. On peut se poser la question de la prépa. Maintenant, Mathias, c'est pas un grand babard de 2,15 qu'il faut remettre en forme et sur lequel il faut bosser 3 semaines sur du foncier. Mathias, c'est un physique et c'est un corps hors norme qui, j'espère, en tout cas, et j'imagine que si l'équipe de France a fait ce choix-là de tout mettre de son côté pour l'avoir pour cette compétition-là, c'est que quelque part, il a un foncier, il sort d'une saison incroyable. Alors peut-être que sur les premiers matchs en plus, on va avoir un premier tour, on va avoir des matchs, on va pouvoir lui filer des minutes, mais je reste persuadé que dans les matchs importants, Mathias sera à 100% dans le cardio, et surtout c'est ce profil-là qui nous a tellement manqué aussi la saison dernière. J'ai rien contre Vincent, qui est un joueur fantastique. Qu'on a vu encore poste 4 qu'on a encore vu poste 4 dans la prépa, mais pour moi Mathias, dans un autre registre que Sylvain Francisco, mais c'est tout à fait ces mêmes mecs, tu les sors du banc quand t'es un peu dans la merde et qui va te prendre des rebonds off, des N1, crier tout ça et tout, mettre des contres, faire des replis, courir dans l'axe, mettre des dunks, on a besoin aussi de ça. Donc moi je suis très content que finalement Mathias, malgré une prépa tronqué, mais inexistant, soit quand même dans l'effectif. Toi, tu étais moins convaincu. Moi, je me pose la question toujours de la forme des mecs, parce que une Coupe du Monde de basket, c'est 2 semaines. Là, on n'est pas dans le rugby, ça dure 2 mois et demi, ou du foot. On s'est posé la question avec Benzema et Deschamps. Bon, bah, finalement, il n'avait pas passé le cut, parce qu'on se disait, bon, bah, dans 3-4 semaines, est-ce qu'il va être prêt? Le problème, c'est que tu as un gros match contre le Canada. J'attends pas que Mathias joue contre le Canada. En revanche, j'espère qu'il sera au top pour le 2e tour face à l'Espagne, et surtout en quart de finale, si on se qualifie en quart de finale. C'est juste qu'un mec qui ne s'est pas préparé, il connaît le groupe, il était là à la Coupe du Monde 2019, il fait une énorme saison, je remets rien en cause de son talent, je me pose la question. Mais en revanche, je me dis, je fais confiance au staff en me disant, s'ils le prennent, c'est qu'eux voient quelque chose sur le profil, bien sûr, mais sur son évolution physique. Il sera bon dans 10 jours. Regarde qu'il soit bon dans 3 semaines. Regarde, c'est pas un profil à la Mousfal. Mais bon, au bout d'un moment, mais regarde, Mousfal l'année dernière, mine de rien, il est blessé un peu fin de saison dans la prépa et il galère à l'Euro. Il a du mal parce qu'il manque de rythme et tout, parce qu'on sait que c'est des physiques qui ont besoin de temps pour être à 100%. Pas lui, c'est une bombe humaine. Ouais, bien sûr. Et donc moi, c'est en ça que je crois que il va être prêt pour la Coupe du Monde. Il l'est déjà pour moi, même s'il a fait un mois sans jouer. Je pense qu'il a dû faire du vélo, il a dû faire des choses. Et puis dans le rôle qu'il va avoir Rien ne remplace le jeu, moi, c'est juste ça. Oui, mais ça fait un mois qu'ils sont ensemble. Un mois, ça il revient pas d'un tendon d'Achille. Mais d'une cirrhose, tu vois ce que je veux dire? Putain, je lui souhaite pas de revenir d'une cirrhose, le pauvre, il est trop jeune pour ça. Mais ok, très bien, moi je te suis dans le truc positif. Qu'est-ce qu'ils en pensent dans les commentaires? Bah, écoute, il y avait des blagues sur Marine Johannes, bien sûr. Écoutez, n'hésitez tout ce que vous en pensez. Je viens de voir une blague kata qui me régale. Non, rien de spécial. Et on nous dit surtout que, d'ailleurs c'est Jonas que j'embrasse bien sûr, hein, MLK en force, les Spartiates. C'est peut-être l'équipe la plus homogène qu'on ait eue. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, tout à fait. Et si on peut se faire kiffer, c'est que la dernière Coupe du Monde, on fait médaille de bronze, et on doit être champion du monde, ou enfin on doit être au moins en finale, et que je trouve qu'elle se rapproche beaucoup, elle est assez proche de cette équipe-là. En meilleur, je trouve, mais dans le profil avec plus d'expérience. En 2019, c'était la première année sans la grande génération type, etc. Regardez le palmarès ensemble, et que ça a été une surprise. Le Team USA en quart de finale, on s'est jamais remis en fait de cette victoire extraordinaire. Donc là, c'est juste la confirmation d'un groupe. Ces belles médailles, bien sûr qu'il faut aller chercher la médaille d'or. C'est le même groupe en meilleur. Voilà, j'ai l'impression. On est plutôt d'accord. Donc c'est le parfait mix de 2019 et de 2021. Parfait mix, ok. Voilà, pourquoi pas. Si t'as envie de te sec, vas-y, mon grand. Ségué, on dit pas non, comme j'évite de dire des gros mots maintenant, parce qu'on se fait disputer, tu sais, Erwan. Ouais, j'ai vu. On me dit, non, les gars, vous parlez parfois mal. Je fais, ouais, mais on est nature. On nous dit aussi que c'est fantastique, les séquences. Donc, bon. Ouais, il faut un peu de tout, mais comme c'est la rentrée, le jour de la rentrée, c'est ne pas tranquille, bien assis comme ça, comme un genou, et puis après, on se délite. Très bien. En plus, au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre. On regarde Vincent Collet, ce qu'il a raconté en conférence de presse. C'est une bonne préparation. La défaite contre l'Australie n'y change pas grand-chose, parce que les entraînements, la concentration du groupe, l'engagement était satisfaisant, mais c'est de la prépa. Les choses sérieuses commencent vendredi.
On est d'accord, c'était très satisfaisant. Il connaît le chemin, le Vincent, au bout d'un moment, il va pas sur une prépa, d'accord, hein. L'essentiel est ailleurs, il connaît trop bien ça. Bah alors regardons ensemble ce France-Canada, on se projette un peu, on ira sur les autres équipes ensuite, etc. Quoique non, j'ai oublié un truc, je vais me faire disputer, on va regarder les forces et les interrogations, même si on était très complet, on va regarder ce qu'on a voulu faire ressortir de cette équipe de France après cette petite préparation très réussie. Vas-y mon Tom, allez, les forces, donc l'expérience, tu viens d'en parler. Sure. On y est en plein dedans. La défense, on n'a pas du tout parlé, mais frérot, on a une défense exceptionnelle, voilà, d'accord. Jusqu'au bout, hein. Voilà. Jusqu'au bout. Et on joue bien au basket. On l'a mis comme ça et on a commencé par ça. Mais honnêtement, il y a 2-3 séquences que j'avais pas vues depuis longtemps avec une équipe de France. Moi, ce qui me rassure, c'est que on se passe la balle. Alors, le basket moderne sera toujours fait de 1 contre 1, où il va falloir poser la balle par terre, évidemment, sur du 1 contre 1. Mais on n'est pas que là-dedans. On arrive à avoir des séquences où on se passe la balle et on fout la balle intérieure. On arrive à avoir des grands tirs ouverts parce qu'on travaille bien. Et ça, c'est rassurant. Voilà. Bien jouer au basket, c'est aussi à un moment donné que la gonfle. 1, 2, 3 passes, un drive, une fixation. Et ça, c'est intéressant. Donnez-vous des paniers faciles. Ça peut servir pour la fin du match. Il y a Raxu qui nous dit la défaite contre l'Australie a été primordiale pour moi. Vrai électrochoc pour les Bleus. Et je suis plutôt d'accord avec ce C'est quand c'est trop facile. Certes, pour moi c'est un match. On est meilleur qu'Australie et on se fait. Allez, je vais pas dire voler parce qu'on s'en fout. Mais c'est un drôle de coup de sifflet quand même. Hein. Ouais, mais on a perdu. Tu sais, mais j'ai senti qu'on était. Et j'ai vu les réactions d'Evan. Eh ben, tant mieux. Voilà, comme ça on est comme ça. On regarde maintenant les interrogations et elles existent. Hein, elles sont réelles. Le rebond. On a Rudy Gobert. On a Nico. On a Gershon qui est pas le plus grand des rebondeurs, etc. Frérot, faites-moi des box-out. Ne vous laissez pas attraper par la carotte des machins. Trop de rebonds offensifs. Mathias Le Sort. On a Mathias Le Sort. Il n'a pas joué 30 minutes, le gars. Non, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que, honnêtement, le truc du rebond, on aime bien faire des analyses, faire des palettes. Il n'y a pas besoin de faire palette. Hein. À un moment donné, le rebond, c'est envoyer du bois. D'accord ? Non, mais. Ouais, mais rebond et part de balle, normalement, c'est des trucs qui se gèrent l'un à l'un. Ouais, mais malheureusement, on a déjà vu que le rebond avec l'équipe d'athlètes qu'on a. Bah oui, Mais par contre, on se souvient que l'année dernière, on a commencé à dire attention, on perd de balles. Et puis le match, et tous les matchs l'année dernière, les pertes de balles, ça a été un problème. Donc là, ça a été un problème sur tous les matchs de prépa quasi. J'aimerais bien qu'on se mette pas une balle dans le pied comme l'année dernière, on s'est mis une balle dans le pied avec les pertes de balles. Clairement. C'est que de l'envie, de la concentration et de la conviction, voilà. Tout à fait, on est d'accord. Le troisième truc, c'était quoi? Parce que du coup, j'étais sur les deux premiers. Moi, Tom, pour finir ça, et le fameux pas de meneur défenseur. Oui, on voulait finir là-dessus. Ouais, mais tu comprends. C'est pas le même job pour moi. Franchement, tu sais, défendre sur un meneur de jeu sur du tout-terrain, tout le monde est capable de le faire. Enfin, tous ceux qui ont envie de le faire. Mais c'est un job à part entière. Franck Nikina. T'es mieux placé que moi pour le savoir. C'est pour ça que je te le dis. C'est qu'on a plein d'ailiers. Nico me régale sur des prises. Bon, après, Nico, il régale dans tous les cas. Mais je le voyais, là, il joue l'interception. Il joue du corps, mais sans être trop agressif. Parce qu'il a beaucoup d'expérience et que c'est Nicolas Batum. Tout le monde n'est pas Nicolas Batum. Ouais, donc, on a Terry Tarpey, on a le Yak et on a Isaac Cordiné qui sont capables de défendre le truc, mais qu'ils font en Euroleague en plus. Yacouba Diawara et Isaac Cordiné se prennent les meneurs en face en Euroleague. Quoi qu'il arrive, c'est le plus haut niveau possible. En Euroleague, il n'y a pas Luka Doncic. Donc, bien sûr qu'ils vont défendre dessus, c'est pour ça qu'ils sont là. Je te dis que ça, c'est un métier très spécifique. Ouais, Baldwin de Force, là, sur le quart de finale d'Euroleague. Le Yak Baldwin là-dedans. Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas Nicolas Batum, n'importe quoi. Il n'y a pas Luka Doncic. Bah, tu peux me dire si tu veux. Hein, non, mais alors, je te dis que sur le profil meneur-défenseur, il n'y en a pas. Par contre, sur le profil défenseur sur meneur, on en a plein. Moi, enfin, j'arrive pas à être inquiet par rapport à ça. Et ben on leur dit évidemment. On leur dit toujours si Shai commence. Très bon test vendredi. Vendredi, et je pense qu'on va. De toute façon, on claque un peu du cul déjà. Dire. Ce 15h30 vendredi va être terrible. Bon, justement, vas-y, on se projette là-dessus. Allez, vas-y. On a été très complet sur cette prépa qui est passionnante. De toute façon, dès qu'il y a l'équipe de France qui commence, on se régale. Le France-Canada est primordial parce que le Canada est monté en puissance dans sa prépa, qu'ils ont. C'est la deuxième équipe qui a le plus de talent dans cette compétition après Team USA. Je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Je réfléchis, oui, on n'est pas loin de la vérité. Oui, après on peut parler de l'équipe de France, hein, mais en termes de talent, il n'y a pas. D'ailleurs, Vincent Collet l'a dit, je crois qu'ils sont à 15 points de moyenne. Les joueurs NBA qui sont dans l'effectif, il n'y a aucune équipe qui s'en rapproche. Non, mais t'as raison. En termes de talent pur, bien sûr. On a l'expérience, tout ça, et tout talent pur. L'expérience, le contexte FIBA, etc. Il y a un mec qui tourne à 50 points par match dans NBA aussi, quoi. Ouais, et son deuxième, le gars en haut à droite, il est à 28 points par match dans les matchs de prépa, c'est RJ Barrett. Qu'est-ce que tu penses de cette petite équipe du Canada et comment tu te projettes là-dessus? Pénible.
pénible. Alors, ils ont pour eux le manque, ils n'ont pas l'expérience, même si quand même ils font une très bonne prépa, ils jouent très bien au basket. C'est une équipe qui a plus le talent. C'est une équipe qui pue le talent. Maintenant, je veux voir tactiquement comment ils peuvent répondre à certaines choses, sur des zones près, sur des zones match-up, sur des choses comme ça, sur des choix défensifs, sur des pick and roll. Je veux voir comment ces mecs-là, ce qu'ils ont dans le bid, dans le dur un petit peu quand ça compte. Maintenant, tu as raison, sur le talent, on est quand même sur Shai Gilgeous-Alexander qui est un top 5 meneur NBA. On est sur R.J. Barrett qui en FIBA me paraît presque aussi plus fort qu'en NBA, ou plus à l'aise en tout cas. Dans les matchs de prépa. Voilà, dans les matchs de prépa. Kelly Olynyk me fait perdre les derniers cheveux qui me restent sur le bocal parce qu'il est... parce que c'est un putain de joueur de basket et j'ai l'impression que lui aussi en FIBA, il est peut-être encore plus chiant qu'en NBA. En plus, il joue 5, il est au large, donc il va falloir voir comment on s'adapte avec Rudy et nos postes intérieurs là-dessus. C'est une très belle équipe de basket, athlétique, talentueuse, qui peut mettre dedans, qui court. Et ça va être un vrai combat. Et qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, alors Jamal Murray, malheureusement, ne va pas faire la compétition. Heureusement. On est dans le truc chauvin, c'est bon. Non, chauve. Mais mais c'est une équipe qu'on a attendue, donc il y a beaucoup d'attentes autour d'eux. On sent qu'il y a une petite hype. Et j'ai aimé leur tournoi à Berlin. Mine de rien, de jouer contre l'Allemagne dans une bête d'équipe d'Allemagne, on en parlera après, dans un beau tournoi là-bas. C'était des matchs de très haut niveau. C'est ce qui est bien avec les tournois de pré-saison, de pré-tournoi, t'as l'impression que c'est déjà la compétition qui a commencé. Ouais. Hein. En termes d'intensité, de fin de match, il y a un match en prolongation qui est extraordinaire. Shai est magnifique. Donc je te pose la question, qui va défendre sur Shai? Du coup, comment tu vois les rotations sur Shai Gilgeous-Alexander? La première bonne nouvelle, c'est pas moi. Moi, je commencerai avec Nico. Hein. C'est ce qu'ils aiment bien faire, lui mettre un grand, parce que c'est un grand meneur quand même. Nico est comme tu l'as dit, physiquement plus grand et avec des plus grands segments. Et en plus, un mec intelligent. Après, moi, dans les ailes, c'est Dylan Brooks et R.J. Barrett pour commencer, et Kelly Olynyk et Dwight Powell. Donc ensuite, t'as raison, il va falloir défendre sur R.J. Barrett. Parce que mon Ando sur les ailes, s'il se fait, on va le mettre sur Dylan Brooks, ça oui, je pense, évidemment. Bien sûr. Hein, mais et tu mets Evan sur R.J. Barrett. Quoi. Bah ouais. On va voir. C'est des bonnes questions à se poser. Hein. C'est ça. Et puis je pense qu'après la réalité du match, moi je te dis, pour moi on a Nico envoyé. Isaiah risque d'être la deuxième option. Je pense qu'il est déjà CEO dans... Pour défendre. Là, parce que là, pour moi, même si l'équipe de France doit réciter son basket, va quand même falloir s'adapter à ce garçon. Hein. J'ai vu aussi ce que Josh Giddey a fait à Isaiah sur des séquences et Shai, c'est un autre niveau. Ouais, non, mais après, les mecs, c'est pas parce que t'es pas un bon défenseur que tu prends sur les forts joueurs, tu grailles. Mais clair. Tu vois les choses comment, toi? Tiens, dis-moi. J'arrive pas à t'amener une réponse un peu. Moi, je pense qu'on va gagner déjà, c'est important parce que je sais que ça va être serré, etc. Je pense vraiment que l'expérience et la connaissance du basket FIBA d'un effectif sur l'autre est telle qu'on devrait s'en sortir. Parce que c'est un sport différent, ça joue plus grand, ça joue plus physique, les aides sont plus difficiles, il y a moins de 1 contre 1. Donc s'ils veulent aller dans le 1 contre 1 dans la fin de match, alors certes Lucas a mis 47 à l'Eurobasket, on se souvient l'année dernière sur un match historique, je crois qu'on a les armes tactiques pour aller les contrecarrer. Parce que le physique, à un moment donné, ne fait pas foi. Même Team USA peut perdre. Donc, j'ai envie de te dire qu'on va défendre avec Nico Batum, pas forcément sur Shai. Il sera plutôt dans les ailes. Quoique, tu me diras, il est obligé d'être sur Shai en vrai. Mais, et que dès le début, on doit marquer, tu vois, notre terrain, etc., etc. Et on peut pas faire un match de traînard, tu sais, le retard à l'allumage, ce genre de conneries. On n'a pas le droit de le faire parce que ça va tout changer pour la suite du match. Mais les joueurs le savent, le staff le sait. Donc tu es obligé de te préparer comme ça. Regardez d'ailleurs les bookmakers. Je suis en tension, là, Ah ouais, non, mais je te jure. Ça va être affreux. Hein. Et puis, on va pas mettre de caméra pendant le match. Hein. C'est clair. Et un peu comme sur Team USA, on en parlait tout à l'heure, mais le rebond, ne pas les laisser courir, ce genre de choses. Si tu arrives à verrouiller en quelque sorte le match, bon, l'équipe de France a plus de solutions. On est favori, hein, on est favori 1,80. D'ailleurs, on parle de Winamax vite fait ensemble. Vous savez que, grâce à First Team, vous avez votre premier dépôt qui peut être remboursé si vous perdez votre premier pari. Avec le code FT10, vous avez 10 € en plus lorsque vous vous inscrivez sur Winamax. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, on va parler dans quelques instants dans nos pronos. Je vais pas te mentir, j'ai fait une petite folie parce que je le sens bien avec cette équipe de France. Voilà. France-Canada, vendredi 15h30, on sera en direct sur Twitch juste après pour débriefer ce premier match. D'ailleurs, je pense qu'on va faire tous les matchs. On va se faire chier, hein, on va faire tous les matchs. On est là pour ça. Je dis ça, on va faire tous les matchs. On l'a pas dit en tout début. Les matchs sur Beansport, sur France 4 à partir des quarts et sur Courtside 1891. Et puis nous, débrief direct sur Twitch et ensuite le replay sur YouTube. Voilà, on a été très complet sur l'équipe de France. On va s'intéresser aux autres équipes parce qu'il y a beaucoup de favoris, il y a Team USA notamment, dont il faut absolument parler.
Donc, les autres favoris, bien sûr, Team USA, comme sur toutes les grandes compétitions, et d'après moi, largement favori. Regardez les cotes chez Winamax. Je vous rappelle bien sûr que si vous n'avez pas 18 ans, il est interdit de jouer. On ne se met pas en galère avec les paris sportifs. On joue ensemble et on n'hypothèque pas la maison, comme d'hab. Donc, Team USA 1,75, très largement favori, disons-le. Le Canada est à 8,50, deuxième favori, ça c'est plus étonnant. La France 9 et l'Australie 12. On vous a même fait les outsiders et les surprises à venir. D'après moi, Team USA, tu vas me dire ce que tu en penses, est largement favori, comme toujours. Je suis pas sûr qu'ils aient autant de marge que les cotes veulent nous le montrer. Maintenant, les Ricains ont fait une prépa plus que sérieuse. Il n'y a pas eu de petit match quasiment pour les Américains, très peu en tout cas. Et on les a vus quand même se faire un peu bousculer, mais on les a vus bien réagir. Tu vois, ouais. Donc, mais je reste persuadé que cette équipe, elle est attrapable. Mais pour moi, il n'y a pas 7, un peu plus de 7 de cote, quoi. Ça me paraît énorme. Oui, non, mais moi je suis d'accord. J'ai été surpris par l'écart, mais en fait, quand tu commences une compétition internationale, la raison te dira toujours de jouer au Team USA, c'est normal. Toujours. Voilà, donc d'où l'écart de cote. Moi, en revanche, je pense qu'il y aura un autre vainqueur. Mais allons-y sur Team USA à fond. Tu voulais qu'on parle de la prépa, on va regarder leur prépa et on va regarder le roster parce qu'on a vu des choses intéressantes et des joueurs qui sortaient du lot. Le roster d'abord, donc vous le connaissez, je ne vais pas le refaire, mais le 5 majeur déjà plutôt est plus intéressant. Jalen Brunson, Michael Bridges, Anthony Edwards, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr. Donc 4 vrais extérieurs et un intérieur Jaren Jackson Jr. Ça, c'est la première vraie tendance. Parce que quand il y a KD qui joue 4, bon... c'est simple, mais là on a 4 vrais extérieurs. D'ailleurs, leur jeu est vraiment basé sur de l'agression, de la course, de la vélocité. Ça va être une équipe qui va être agréable à voir jouer une nouvelle fois, cette Team USA. Ouais, agréable à voir jouer et pénible à défendre. Il y a tellement de dangers qui arrivent de partout. Et puis on voit même Austin Reeves, tout ça. Le banc est plutôt bien fourni. Non, c'est une équipe qui, je trouve, joue bien en tout cas et répond. Quand même à des défis qui leur ont été imposés, notamment face à l'Allemagne et à l'Espagne. Alors, si vous ne les avez pas vus, regardez, sur YouTube, regardez les grands résumés de 15-20 minutes. C'est 2 matchs d'exception. Hein. Ouais, maintenant, ce que je vois, c'est que l'Espagne et l'Allemagne, que je peux situer au niveau de la France, et même je vois même les Français un peu plus forts, c'est des équipes qui les ont fait douter, vraiment. Et après, c'est l'histoire légendaire du Team USA, c'est qu'il y a toujours un mec ou deux pour prendre feu et faire basculer les fins de match. Donc, est-ce qu'il faudra éviter un money time face à Team USA ? Oui. Par contre, je reste persuadé que c'est une équipe qu'on peut faire bégayer, qu'on n'a pas encore vu complètement être mis en difficulté à être à moins 15, moins 10. L'Allemagne l'a un peu fait. L'Allemagne sont à plus 8, plus 10 dans le deuxième mi-temps, quand même. Ils prennent un 9-0 à un moment donné sur un retour de deuxième mi-temps aussi contre l'Espagne, mais voilà. Mais après, c'est une équipe d'athlètes, ça va vite, il y a du talent partout. On connaît Team USA. On connaît. Clairement. Mais pour moi, c'est une équipe... Alors, celui-là, il est vilain. Parlons vite fait de lui, après on parlera d'une future confrontation contre l'équipe de France, mais Anthony Edwards est clairement en train de devenir le go-to-guy de cette équipe. Il y en a toujours un, tu le disais, qui sortait du lot. Je pense à 2010, si on reste que sur les Coupes du Monde, 2010, c'est KD en Turquie, extraordinaire. 2014, c'est Kenneth Farret et Kyrie qui sont fantastiques. Et en 2019, on les tape, parce qu'il n'y a pas le mec qui arrive à mettre les gros tirs dans les fins de match et à faire basculer. Anthony Edwards a tout en magasin pour être ce mec-là. Ouais, mais il a envie en plus. Il a envie, il le montre. C'est lui, que ce soit contre l'Espagne ou contre l'Allemagne, c'est lui qui prend les choses en main. Jalen Brunson est très fort aussi, mais naturellement, je trouve que c'est le meilleur joueur. Ouais, c'est Anthony Edwards qui, à mon avis, dans les derniers moments, dans les 3-4 minutes, dans les money time, c'est lui qui prend les choses en main offensivement. C'est au même moment, troisième quart, là, tu vois. Ouais, tu vois là, comme ça, là, quand il a envie de jouer les ballons et il lui donne les ballons. Je pense que la hiérarchie elle est établie chez Steve Kerr, c'est que les gros ballons, les ballons chauds, ils vont les donner à Anthony Edwards. Ça, c'est une première tendance qui se dégage. Donc Anthony Edwards qui met plus de 30 points dans ce super match face à l'Allemagne. Encore une fois, allez regarder, c'était passionnant. Un autre mec qui, d'après moi, est même le joueur le plus important, parce que tu as raison de dire qu'il y a toujours un mec qui sort du bois pour faire gagner les matchs compliqués de Team USA. On va en 2008, Kobe sur la fin de match ou G-Wade, ils sont extraordinaires. Moi, c'est Jaren Jackson Jr. qui doit être ultra dominant. Et je parle pas de marquer des points, je parle défensivement, au rebond, et donc au contre aussi, parce que c'est un super contreur. Si lui est pas hyper dominant, ils peuvent se faire grailler, et on sait que les équipes de Popovic ont toujours souffert contre l'équipe de France à l'intérieur, à cause de Rudy Gobert notamment. C'est pour ça que quand je dis que pour moi, Team USA, ils peuvent se faire ennuyer, et on l'a pas trop vu pendant la prépa. Je veux voir si ce mec-là, Jaren Jackson Jr., prend des fautes rapidement dans le match, s'il est moins dominant, s'il est contrarié au rebond ou au contre.
comment ça va se passer pour eux. Il est tellement capital dans cette prépa défensivement, il est extraordinaire. Il coupe tout, il met un nombre de contres, il est dissuasif, il est capable de mettre, en plus c'est toujours ses petits tirs extérieurs, et il est bon aussi offensivement quand il a la balle. Et ils arrivent à lui donner un petit peu des munitions. Si lui, on arrive à le mettre dans des problèmes de faute, je veux voir comment cette équipe-là, parce que derrière, c'est quand même pas la folie. Jarek Jackson Jr., tu parles là? Oui. Ah oui, avec Kessler sur le banc. Kessler sur le banc. Qui est un jeune joueur, hein, bien sûr, mais je te rejoins complètement. D'où le fait que ce soit le joueur le plus important. Tu en as parlé, il y a des Austin Reeves, il y a plein de joueurs, Tyrese Haliburton. Bon. Ils ont l'air de s'éclater à jouer ensemble, en tout cas. Ils ont l'air de s'éclater. Ça, c'est clair. Cam Johnson, tout ça, tu vois, ça... Tout à fait. Tu as raison. Quelques stats, là, Tyrese Haliburton et Austin Reeves qui sortent du banc sur le backcourt et qui vont faire mal. De toute façon, on connaît la recette pour battre Team USA. Casser la course. Si Team USA ne court pas, tu as une chance. Si Team USA ne domine pas l'intérieur, tu peux vraiment gagner le match. À chaque fois qu'on les a battus, donc en 2019, on s'en souvient, on a gagné parce qu'à l'intérieur, ils ont personne qui veulent jouer petit. On n'a toujours pas compris pourquoi Brook Lopez ne jouait pas. Aussi mauvais était-il à ce moment-là. Rudy Gobert fait son meilleur match à ce moment-là. Et puis en 2021 à Tokyo, on gagne le premier match. Il n'était pas prêt du tout, mais on retrouve encore les mêmes ingrédients. C'est-à-dire qu'on arrive à gérer le tempo. Tu gères le tempo contre Team USA. On joue grand. Tu te souviens? Tout à fait. Tu joues grand. Il joue Vincent et Rudy. Donc à l'intérieur, on domine. Tout à fait. Donc la gestion du tempo. Et puis voilà, faut pas les laisser courir. Ah mais ça... Si ces connards là ils courent, tu peux rien faire. Ça fait 70 ans qu'on le sait que les ricains, faut pas les laisser courir. Donc courir. Et slash, pas de moment de folie. Voilà. Parce que la course amène de la folie, de l'adresse. Et Anthony Edwards, par son carton, là, à un moment donné, en deuxième mi-temps, face à l'Allemagne, il y a un moment de folie et il revient. Sur la course, sur la transi, il se stoppe à 3 points. Voilà. Faut pas leur laisser le moindre moment de pouvoir s'enflammer. Absolument. On regarde les autres favoris parce qu'il y a des absents. Donc, vous savez, Nikola Jokic ne va pas jouer avec la Serbie. Giannis Antetokounmpo ne va pas jouer avec la Grèce. C'est les deux grands absents. Pour la Lettonie aussi, Porzingis, qui est dans le groupe de la France, ne va pas jouer, malheureusement pour les Lettons. C'est leur problème. Regardons quand même les outsiders. Donc le Canada, on en a parlé tout à l'heure, qui est surprenant deuxième d'après les bookies. L'Australie, que j'ai mis sur mon podium, moi. L'Australie qui est toujours, qui galère toujours à avoir des médailles. Troisième au dernier championnat du monde. C'est la première médaille de cette génération qui est magnifique. Josh Giddey, on l'a vu contre la France, très fort. Patty Mills, même s'il vieillit, on connaît le truc. Jock Landale s'est blessé et c'est clairement le coup dur de cette équipe. C'est le coup dur parce que c'est un petit peu là où le bas blesse, même si leur pivot, il est pas mal. Il joue au Liban. Bon. J'ai été surpris qu'il joue qu'au Liban. J'ai trouvé que c'est un bon joueur. Il est vaillant, il a mis un Thomas sur Rudy. Il joue. Bon, j'espère pour lui qu'il va pouvoir avoir d'autres offres. Mais oui, c'est une bonne équipe qui joue bien au basket, avec des filous, Josh Giddey, Dante Exum, Joe Ingles. Voilà, c'est des filous, ils parlent. Ils sont toujours dans leur registre à eux. Ils ont été très maladroits contre nous. Je suis pas sûr que ça arrivera tous les jours. Mais moi, j'ai quand même eu l'impression qu'on était une meilleure équipe qu'eux. On se rappelle qu'en 2019, c'est l'Espagne qui a gagné. Ricky Rubio, MVP 2019. Il a malheureusement pas continué avec l'équipe parce qu'il avait besoin de prendre soin de lui. On a tous été surpris parce qu'on n'était pas au courant. Enfin, en tout cas, personnellement, j'étais pas au courant des problèmes qu'il traversait. C'est un énorme coup dur. On se rappelle que l'année dernière, donc, ils sont aussi champions d'Europe avec un Lorenzo Brown extraordinaire. Ils n'auront pas de meneur de jeu de ce niveau-là pendant cette compétition. C'est le seul truc qui me fait dire qu'on peut les battre. Non, Rudy Fernandez a dit que ça l'étonnerait qu'il soit champion du monde. Bien, en 2019. Trop malin celui-là. Mais là, pour le coup, effectivement, moi je trouve le roster, même si on sait que Scariolo est un génie du coaching, je la trouve quand même un petit peu sous-dimensionnée. Ça manque d'athlètes. Ça manque clairement d'athlètes. Quand je vois toutes les équipes qu'on passe en revue depuis tout à l'heure sur la dimension physique, ils risquent de morfler, même si on a vu que sur un match, cette équipe-là, sur un quart de finale, s'ils y arrivent, ils peuvent te casser les couilles. On l'a vu face aux Ricains, ils lâchent sur la fin, mais ils les jouent yeux dans les yeux 35 minutes. L'avantage du basket, c'est que quand tu joues bien au basket, tu as toujours une chance. Voilà. Une équipe qui défend et qui défend toujours. Dedans. Les frères Alain Gomez ont l'air... Jean Chaud, on va le voir cette année en Euroleague avec le Pana. Avec le Pana. Avec le Pana. Et ça va être super. Son frère MVP l'année dernière de l'Eurobasket. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on retrouvera... Aucun doute, on ne sait jamais, mais... Sachez qu'il y a Canada, France et Espagne pour une place. Enfin, ils seront deux pour les quarts de finale. Il y a forcément une de ces trois équipes. Il y a une des équipes qui ne sera pas en quart de finale. Voilà, forcément. Donc, à voir, en espérant que ce ne soit pas la France, bien sûr. Tu me remets une dernière fois, s'il te plaît, parce que les petites équipes outsiders, la Slovénie va se déplacer seulement, entre guillemets, avec capitaine Luka Doncic. Je ne mets pas du tout une pièce là-dessus. Je serais très surpris qu'ils aillent en demi. Mais Luka, on l'adore. Il est trop fort. Mais on a bien vu que Luka seul...
Tu peux pas gagner. Lucas, quand il gagne, la Slovénie gagne, est champion d'Europe. C'est Goran. Il y a Goran Dragic, il y a une équipe beaucoup bien. Il y a Randolph, il y a une équipe un peu plus complète. Là, il est un peu tout seul, notre ami Luca. On a vu l'Italie. L'Italie, c'est le petit espoir de Steph. Ouais, comme ça. Alors, il surfe un petit peu avec la mouche Pozzecco sur cette âme exceptionnelle de l'Euro dernier. Ils n'ont pas perdu un match en poule. En prépa, Steph me dit attention à eux. Moi, l'Allemagne me fait plus peur que l'Italie. Moi aussi, clairement. L'Allemagne qu'on a vu l'année dernière très bonne chez elle, médaille de bronze à l'Eurobasket. Franz Wagner revient, son frère arrive aussi dans l'effectif. On connaît un Voigtman. Il y a quand même un mec à sortir qui était dans le meilleur 5 l'année dernière de l'Eurobasket. C'est Dennis Schroeder qui, en FIBA, est un joueur extraordinaire, disons-le. Sylvain Francisco. On souhaite à Sylvain d'un jour d'être Dennis Schroeder. Putain, dans le style. Non mais c'est vrai. Clairement. On lui souhaite. C'est dur de lui souhaiter mieux. Hein. Ah ouais, c'est clair, ça c'est clair. Et Andreas Hobbs, qu'on adore, le shooter. L'Allemagne, on devrait les retrouver aussi en quart de finale du côté de Manille. Et pareil, on dit avec la France, continuité, expérience, eux là-dedans, ils sont pleins là-dedans. Ouais, Daniel Tays en FIBA. S'il évite de rater des grands lay-ups dans les 2 dernières minutes, en général, ça se passe bien pour lui. Il était cramé. Il était cramestre, mais ça fait partie du jeu. Autant que son entraîneur après Gordon Hayward l'année dernière là pour fêter le bronze, j'espère qu'il s'en est remis. Parce que la caisse qu'il a, pour moi, tu mets 8 mois à t'en remettre. Il ne pouvait plus marcher debout. Oh la vache. Comment leur en vouloir? Bon voilà, en tout cas, vous l'avez compris, ça va être une Coupe du Monde extraordinaire. On l'a pas dit au début, mais vous l'avez sûrement vu sur les réseaux. Nous serons, First Team, sur la deuxième partie, la troisième partie même de cette Coupe du Monde, puisque nous partons à Manille le dernier jour de deuxième phase de groupe pour regarder les quarts, les demi et la finale. Donc s'il vous plaît les Bleus, ne déconnez pas. On a confiance en vous, mais ne déconnez pas. On a besoin que vous soyez là-bas. L'année dernière, on avait vécu le France-Turquie et le France-Italie qui avait été extraordinaire, moins pour nos cœurs, mais extraordinaire. Donc on sera sur place pour faire des débriefs dans la salle, etc., des previews, la totale. Mais dès vendredi, je le répète, nous serons en direct sur Twitch et en replay sur YouTube pour faire un gros débrief de ce France-Canada. C'était très complet. Très complet. Bon, c'est une belle reprise. C'est une belle reprise. C'est une belle reprise. J'ai hâte que ça commence. On est ravis en tout cas de repartir avec vous, tous les copains qui suivent First Team depuis longtemps. On va se régaler honnêtement sur la Coupe du Monde de basket, puis ensuite sur toutes les compétitions de basket, dont la NBA bien sûr. Il y a quelques surprises qui devraient arriver. On aura le temps d'en discuter un petit peu plus tard. Mais voilà. Bienvenue à vous si vous êtes des nouveaux aussi. Hein. Il en faut. Il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent. Merci Erwan. Qu'est-ce qui est mieux qu'un fan de First Team, un nouveau fan de First Team. Voilà. Non, alors je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'était pour la blague, gros. Oui, j'ai bien compris. Mais je respecte plus les gens qui sont là depuis longtemps que les nouveaux. On respecte tout le monde. Je rigole. On s'est un peu perdu dans Les amis, on vous embrasse. Merci à cette régie formidable autour. Les équipes de Paul Harrer ont encore une fois. Oui, on en est là maintenant. On attaque la 7e saison et c'est devenu autour des équipes de Paul Harrer. Bravo. Avant, il y avait moins de gens dans la régie qu'en plateau. Maintenant, il y a le double de gens dans la régie qu'en plateau. Donc, on a réussi ce qu'on voulait. Ça va nous coûter une blinde, ça encore, mais c'était bien, c'était ce qu'on veut. Tout à fait. Allez, on vous embrasse et puis on se dit à vendredi. Ça va être très très cool cette Coupe du Monde FIBA. On vous aime. Ciao. Yeah, I love this street. Hollywood, baby, home.